Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect bien souvent oublié de la Révolution française. Oublier en un instant les châteaux ou les rois, les grandes batailles. On va parler de quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, mais d'absolument crucial, les routes. On pourrait se demander, mais quel est le rapport entre des routes et la guillotine? Ça paraît un peu tiré par les cheveux, non? Et pourtant, c'est en répondant à cette question qu'on va toucher du doigt les espoirs, les conflits et même les pires cauchemars de cette nation qui essayait de naître. Imaginez un peu. En 1789, la France, c'est 30 000 km de routes, disons, praticables. Pour l'époque, c'est énorme, un réseau vraiment impressionnant. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce réseau allait devenir un véritable champ de bataille, un enjeu pour l'âme même du pays. Entrons donc dans le vif du sujet. D'abord, il faut comprendre le rêve initial. Le rêve des révolutionnaires, c'était de forger une nation unie, grâce à ces routes, de transformer un royaume fait de 1000 morceaux en un seul et même pays. Et au cœur de ce rêve, il avait une idée, mais une idée vraiment radicale pour l'époque, le marché national. Fini les péages à chaque pont, les taxes à chaque entrée de ville. L'objectif, c'était de tout faire tomber, pour que, pour la toute première fois, les marchandises, les gens et surtout les idées puissent circuler librement. Une vraie révolution économique, en fait. Et pour bien comprendre leur état d'esprit, il y a cette métaphore incroyable qu'ils utilisaient, inspirée par des économistes comme Turgot ou Adam Smith. Pour eux, la libre circulation des grains, c'était le sang du pays, parfois même les veines d'Hercule. C'est fort, non? Ça montre bien que les routes n'étaient pas juste des cailloux, c'était les artères vitales de la Nouvelle-France qu'ils voulaient construire. Bon, ça, c'est le rêve. Mais comme souvent, la réalité est beaucoup plus compliquée. Parce que cette belle idée de circulation libre, elle ne voulait pas du tout dire la même chose pour tout le monde. En fait, deux visions complètement opposées vont s'affronter. D'un côté, on a la vision de l'élite. Pour eux, des routes libres, c'est simple. C'est un grand marché national. C'est le commerce à grande échelle qui va enrichir tout le pays. De l'autre côté, on a le peuple. Et là, la perspective est radicalement différente. Ce qu'ils veulent, eux, c'est l'accès au marché juste à côté. Et surtout, être sûr d'avoir à manger. Leur plus grande peur? Que le grain de leur région parte nourrir les grandes villes et qu'ils se retrouvent sans rien. Et pour illustrer cette vision de l'élite, il y a ce discours de Joseph Lequignot en 1792. Écoutez bien. Tous les Français sont frères. Si un département est dans l'abondance cette année, l'année prochaine ce sera tel autre. On sent bien l'idéal, une sorte de grande solidarité nationale, une vision presque poétique du commerce. Sauf que, sur le terrain, la musique n'est pas du tout la même. On a des pétitions qui arrivent de partout, de villes comme Hirsing ou Flixécourt, qui réclament juste le droit d'avoir leur propre petit marché local. On a des émeutes, des convois de grains qui sont pillés, comme à Saint-Omer. Ce que les gens demandent, ce n'est pas la liberté du commerce, c'est le contrôle des prix. C'est la survie, tout simplement. Alors, comment tout ça a basculé? Comment est-on passé de ce grand rêve humaniste à une politique de fer? C'est là que l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre. C'est la descente de l'idéalisme vers le chaos, puis vers la poigne de fer. Tout s'est fait en 3 actes, en quelque sorte. Premier acte, entre 89 et 92, c'est l'euphorie. On supprime la corvée, ce travail forcé que tout le monde détestait. On supprime les péages, on donne le pouvoir aux 83 départements. Mais très vite, deuxième acte, c'est le chaos. Les départements n'ont pas un sou, la monnaie, la signa, ne vaut plus rien. Résultat, les routes, les ponts, tout s'effondre. Et c'est là qu'arrive le troisième acte. Face à la guerre et aux révoltes, la Convention dit « stop, on reprend tout en main ». Et ça va se faire par la force. Et leur plan pour reprendre le contrôle est, disons, direct et efficace. Première étape, on centralise tout. On crée un comité des travaux publics qui a tous les pouvoirs. Deuxième étape, on a besoin de main-d'œuvre, on la réquisitionne. On instaure un service patriotique pour les routes. Troisième étape, la plus importante, on oublie le commerce. La priorité absolue, ce sont les routes militaires. Il faut approvisionner les armées, point final. Et c'est là qu'on touche à l'ironie la plus terrible de cette histoire. Pensez-y, la Révolution s'est faite, entre autres, pour abolir la corvée royale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle la réinvente. Elle lui donne un nouveau nom, la réquisition patriotique, mais dans les faits, c'est la même chose. Un devoir, soi-disant volontaire, mais en réalité imposé avec une force implacable. Alors, au final, quel est le bilan de tout ça? Quel est l'héritage que la Révolution a laissé sur les routes de France? Un héritage, on va le voir, qui n'est pas toujours bien pavé. Ce graphique montre bien le basculement. Au départ, en 89, on ne parlait que de commerce. Mais en 1794, regardez, la logistique militaire écrase tout le reste. La guerre a tout simplement tout changé. La fonction même des routes a été redéfinie par le conflit. Et pendant ce temps, sur le terrain, c'est la catastrophe. Il faut s'imaginer l'état du réseau. Des ponts qui s'écroulent sur la Loire ou sur le Loing. Des routes de montagne dans les Alpes qui deviennent quasiment impraticables, sauf à dos de mulet.
Ajoutez à ça le passage incessant des canons qui défoncent littéralement les chaussées. Et pour réparer tout ça, eh bien plus d'argent et plus d'ingénieurs, parce que les meilleurs sont partis se battre au front. En fait, la guerre a créé une nouvelle géographie de la France. Il y a les zones prioritaires, les routes utiles, la frontière du Nord, les Alpes, les Pyrénées, là on met le paquet. Et puis, il y a le reste. Des régions entières, comme le Massif central, considérées comme inutiles militairement, sont complètement laissées à l'abandon. La valeur d'une route n'est plus économique, elle est stratégique. Le constat final est donc assez brutal. Le grand rêve d'une France unie par le commerce, et il a été balayé. En fin de compte, le véritable architecte du réseau routier national, ça n'a pas été le marchand, mais le soldat. C'est la guerre qui a tracé les routes. Et ça nous laisse sur une pensée un peu dérangeante. Si au final, ce sont les routes construites pour la guerre qui finissent par souder une nation, par la connecter, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de cette union et sur la façon dont on maintient la paix ?